Vallon-Pont d'Arc, au centre de la France, en Ardèche. Sur ces voies sinueuses, creusées à flanc de montagne, les pompiers n'ont pas une minute de répit. Relief accidenté, forte circulation et vitesse excessive forment un cocktail parfois mortel. Il est 11 h du matin. Un camion est tombé dans un ravin près de Vallon-Pont d'Arc. Le poids lourd a chuté de plus de 15 mètres de haut et s'est violemment écrasé dans le précipice. Le conducteur est conscient, mais il est coincé dans les restes de la cabine. Un vrai miracle. Ouais, tu maintiens la victime comme tu fais, tu restes à Severin au cas où. Ouais, les secours sont déjà sur place. Le conducteur a peut-être des lésions internes, mais à travers la tôle froissée, impossible de le savoir. Attends, j'aimerais qu'on protège quand même la victime avec un drap là. Je suis en train de pousser, ça marche. Il y a la lèvre, voilà. Tu me la protèges, super. Le jeune homme doit être dégagé au plus vite de la cabine. C'est le sergent-chef Michael Josse qui va s'en occuper. Alors le but de la manœuvre là, pour sortir notre victime, ça va être de prendre un appui au sol assez relativement costaud et pouvoir soulever la cabine, c'est-à-dire pousser la cabine pour pouvoir se créer un espace pour pouvoir la sortir, mais surtout pour pouvoir également dégager ses jambes qui sont coincées sous le volant. Les dangers qu'il peut avoir, c'est qu'on peut avoir un vérin qui vienne à riper et qui vienne tomber sur la victime, donc il faut être relativement vigilant à ce niveau-là. Une opération risquée, même pour ce spécialiste de la désincarcération. Car à tout moment, la cabine peut s'écrouler sur le jeune conducteur. Cela fait déjà plus d'1 heure que Patrick, le chauffeur, est pris au piège dans l'habitacle. Il n'y a plus une minute à perdre. Alors le sergent-chef passe à l'action. Allez, ça va couper. Si t'entends du bruit, Patrick, tu t'inquiètes pas, c'est la tôle. Hein. Allez, je vais te libérer encore un peu plus, Patrick. Tu as vu comme ça fait? Non, j'agis sur la... J'agis là-dessus, mais j'agis pas là-dessus. Alors, attends. Déjà, on est fait pas mal. Maintenant, le coup de pédale, éventuellement pour libérer un peu ce volant, là. La victime ne peut pas bouger ses jambes. Elles sont coincées par le volant. Allez, mon grand, c'est bientôt fini. Voilà. Patrick est enfin libre, après 1 heure coincé dans la tôle froissée. Le chauffeur s'est vu mourir. À sa sortie, l'émotion est trop forte. Il s'écroule dans les bras des pompiers. Tu peux pleurer, va, ça fera... Non, il tient pas sur ses jambes. Mais le jeune conducteur n'est pas pour autant tiré d'affaire. Il tient pas sur ses jambes. Sous le choc, la victime s'est évanouie. Il va falloir la transporter jusqu'à l'ambulance à la force des bras. C'est le travail des hommes du Grimpe, des pompiers spécialisés dans les interventions à haut risque sur des pentes escarpées. Et c'est Sébastien, le plus expérimenté, qui va coordonner la remontée du patient par le ravin. Tiens Thierry, je vais regarder comment on peut faire. Une fois que vous l'avez sorti, on le positionne ici, là, à plat. Ok? On glissera la sangle au niveau de la tête, ça fera juste pour une assurance. Et on fera un brancardage, on se mettra tout le long et on le glissera tranquillement jusqu'en haut. La victime est en sécurité. Le sergent-chef Josse peut enfin souffler. Et en haut, on boit un coup, on rangera le matériel. Hein. J'ai un peu les crampes aux jambes, là. D'avoir resté dans la mauvaise position. Sain et sauf, le jeune homme est transporté à l'hôpital pour un contrôle de routine. Il s'en sort avec quelques égratignures, un vrai miracle. On peut apercevoir là, le côté passager, on voit qu'il y a carrément plus de place. Donc je pense que ce qui sauve notre victime, c'est qu'il avait le port de la ceinture, on peut le voir, hein. La ceinture a été coupée par nos soins. Ce qui lui a permis de rester vraiment dans son espace de vie ici et pas voler au niveau de la cabine, aller à droite ou à gauche. Il y a l'arbre aussi là, qui aurait pu écraser encore plus la cabine. Ça tient à peu de choses. Ouais, au bout du compte, la victime s'en sort pratiquement indemne. Gros facteur chance et elle se termine très bien et ben, tant mieux, on est content. L'été, des victimes d'accidents sur les petites routes de l'Ardèche, ces pompiers en sauvent tous les jours. Car l'été, si la plupart des touristes choisissent de lézarder sur les plages du sud de la France, certains optent pour d'autres destinations. En juillet-août, gorges, forêts, rivières,
séduisent de nombreux amoureux de la nature. Rien qu'en Ardèche, la population est multipliée par 5. 5 fois plus d'habitants, c'est 5 fois plus d'accidents. Pendant 2 mois, nous avons suivi les pompiers ardéchois et leurs collègues du Tarn-et-Garonne. La majorité d'entre eux sont des pompiers volontaires. Pourtant, l'été, pas de répit. 24 heures sur 24, ces hommes et ces femmes doivent intervenir en quelques minutes dans des conditions parfois dangereuses. Souvent, pour porter secours à des touristes imprudents. Le gilet, monsieur, mettez votre gilet! Oh putain, on va se le prendre. Les gens ne se rendent pas compte du danger d'un rapide. Allez, on tape, les gars, on tape, allez! Allez, vas-y, tape-le, ça va! Est-ce que vous avez mal quelque part? Loin des projecteurs, ces pompiers sont prêts à braver tous les dangers pour sauver des vies. Retour en Ardèche. La région est réputée pour ses gorges. Au milieu des falaises de calcaire, serpentent sur des kilomètres des rivières réputées les plus belles d'Europe. Chaque été, elles font le bonheur des touristes. Et pour visiter ce décor unique au monde, rien de mieux que le kayak. Ok, tenez les enfants. Christophe est loueur de canoë. Avec chaque client, c'est toujours le même rituel. Première étape, les consignes de sécurité, à commencer par le gilet. Ça donne quoi quand on lève? Ça bouge un peu trop. Ça bouge un peu trop. C'est important les gilets de sauvetage? C'est la sécurité, c'est ce qui aide à sauver des vies. Donc c'est plus qu'important. Ok, allez, je vais vous expliquer maintenant la descente. Et c'est parti. Depuis 2011, le gilet est obligatoire par arrêté préfectoral. Les récalcitrants risquent même une amende de 68 €. Mais au cas où, avant chaque départ, le loueur rappelle aux touristes les consignes de sécurité. Au niveau du parcours, pensez à bien fermer vos gilets correctement. Sachez que vous êtes tenu de les avoir toute la journée sur les bateaux fermés. Si jamais vous vous retournez, ne vous accrochez pas au bateau. C'est le premier réflexe qu'on a généralement. Mais le bateau, il va continuer sa route et vous, derrière, vous allez vous taper les genoux sur les rochers. Si Christophe insiste sur les consignes à respecter, c'est que sous ses allures de balade de santé, la descente de la rivière peut réserver bien des surprises. Quelques heures plus tard, ce touriste qui filme sa descente va en faire les frais. Passe à droite, à gauche, rame à gauche. Non, rame à droite, pardon, rame à droite. Gauche maintenant, gauche, c'est bien Mia, bravo. On l'a passé. Le jeune homme descend d'abord tranquillement avec sa sœur quand soudain, les courants s'accélèrent. Gauche. Oh putain, on va se le prendre. Près d'1 minute sous l'eau, ballotté par les courants et coincé sous le canoë. Par chance, leur tête ne va toucher aucun rocher. Les 2 touristes s'en sortiront indemnes. Il y avait l'eau qui me bloquait contre le rocher. Mais vraiment quoi. Avec ce courant, les touristes ont du mal à éviter les obstacles. Ici, une petite Allemande a même perdu la vie dans les rapides. Pour éviter le pire, depuis 1995, les autorités ont mis en place des postes de secours. Pascal et Laurent sont pompiers à la caserne de Vallon-Pont d'Arc, à 2 km des gorges. Tout l'été, c'est eux qui vont veiller sur les kayakistes de l'Ardèche. Vous avez beaucoup de matériel? Tu viens avec nous? Oui, on a le matériel pour faire les premiers soins, la réanimation et puis pour immobiliser. S'il y a besoin de mobiliser un membre lésé, traumatisé.
Il est 10 h du matin en plein mois d'août. Toute la journée, les deux pompiers vont sillonner les 32 km de descente, prêts à intervenir au moindre problème. Remonter, on n'ira pas bien loin parce qu'il y a un rapide juste au-dessus, le guide-guitare. Et descendre, on peut descendre jusqu'en bas de l'Ardèche. Donc on peut faire des secours jusqu'en bas. Les premiers kilomètres de descente sont plutôt calmes. Voilà, on passe doucement pour éviter de leur faire des vagues. Alors les pompiers décident de rejoindre leurs collègues à la Dent Noire. C'est l'un des endroits les plus dangereux des gorges. Un goulot d'étranglement où les rochers sont omniprésents. Et chaque jour, des milliers de touristes s'y engouffrent, inconscients du danger. Heureusement, le lieutenant Éric Courtial et ses collègues veillent sans relâche sur les kayakistes d'un jour. Quand ils arrivent sur un rapide, ils sont bousculés par les autres, ils arrivent en masse et c'est là où peut se produire l'accident. La plupart des gens paniquent parce qu'ils sont attirés sous le bateau, la force du courant, tout ça, ça les fait vite paniquer. Les interventions de sauvetage s'enchaînent. Il est 11 h du matin, mais en ce week-end du 15 août, pas le temps de souffler pour le vétéran des sauveteurs, le sergent-chef Nicolas Deroc. Là, on est vraiment sur le rush de la journée. Voilà, pendant 3-4 heures, c'est intense. Combien de bateaux tu passes à peu près? En gros, 3000 aujourd'hui. Ce pompier volontaire est à ce poste tous les étés depuis 20 ans. Il connaît très bien le risque encouru par les touristes. Le danger, en fait, c'est que les gens s'enchevêtrent dans ce rocher-là, qui se montent dessus et qui renversent et qui se fassent taper la tête par derrière. Ça peut être un accident grave. Ouais. Attention le bateau derrière! Attention madame! Il y en a un dessous! Il suffit de quelques secondes d'inattention pour que tout bascule. Alors l'homme ne quitte jamais la rivière des yeux. Le risque zéro, il n'existe pas, donc il suffit qu'on soit sur un secours pour que... Je vous tiens. Pour cette jeune femme et ses deux enfants, le pire est évité de justesse. Allez, mettez-vous sur les jambes. Ça va? Non, ça va pas. Il y a mes enfants derrière. J'ai paniqué, j'ai vu le canot se retourner, et puis voilà. Et puis du coup, comme je sais pas nager, je me dis j'espère que les petits vont arriver à sucre. Chaque année, les pompiers font le même constat. Les touristes sont inconscients. Le gilet, monsieur, mettez votre gilet! Mettre le gilet, madame! Ouais, je le mets. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte des dangers potentiels de courants assez forts qui peuvent les coincer sous le bateau. Et sans le gilet, il y a beaucoup plus de risques. Pire, Nicolas a souvent du mal à faire entendre raison aux touristes. Mettez un gilet tout de suite. D'accord? Parce que ça, c'est une grosse faute. D'accord? C'est pour votre sécurité, monsieur. Pour sa sécurité. Nicolas, vous lui avez dit quoi là, au papa là? J'ai un petit peu sermonné le papa. C'est-à-dire? Voilà, le petit, il a juste 8 ans. Pas de gilet de sauvetage. Donc, à savoir qu'ils sont plus vulnérables que nous. Ils ont peut-être moins d'aisance dans l'eau. Donc, voilà, c'est vraiment primordial. Il vous a dit quoi le papa? Il m'a dit je le mets si je veux et m'arrêtez pas ici. Donc voilà, mais c'est notre quotidien. On ne sait même pas quoi dire d'ailleurs. On est choqués de voir comment les gens sont inconscients. Pagayez, attention, penchez-vous vers le rocher! Penchez-vous vers le rocher! Attention la tête! Attention derrière! Grâce à l'intervention des pompiers ce jour-là, il n'y aura aucun incident à déplorer à la Dent Noire. Ils sont là, Ouais. ça va. De quoi ils sont là? Les sapeurs-pompiers, Et alors? bah ça rassure. Ça rassure, ouais, non, c'est bon. Sauf que notre bateau est parti, mais ça va. Mais face à l'imprudence de certains vacanciers, la vigilance des pompiers ne suffit pas. Ici, il y a un sport que les jeunes affectionnent particulièrement, le plongeon. Les gorges fourmillent de petites criques, des piscines naturelles où les touristes avides de sensations fortes viennent se défier. Des sauts toujours plus spectaculaires, toujours plus dangereux.
21h30, les hommes du Grimpe foncent à toute allure vers la vallée de la Dunière, au nord de l'Ardèche. Un lieu bien connu des adeptes de saut. Cette zone-là. C'est Alain qui va diriger les opérations. Il appartient au Grimpe, cette unité d'élite des pompiers. Un jeune plongeur est porté disparu. Ne le voyant pas revenir, sa petite amie a alerté les secours. C'est un jeune qui se baignait dans un trou d'eau en bas à la rivière, là, il s'est laissé escarper et qui a fait un plongeon et qui n'est pas remonté. Les enfants du pays connaissent bien l'endroit. Un bassin naturel entouré de parois de plus de 10 mètres de hauteur. Le lieu rêvé des jeunes à la recherche d'adrénaline. Les plongeurs secouristes scrutent le fond de la rivière. L'espoir de retrouver le jeune homme vivant est mince. Et les hommes du Grimpe se préparent déjà au pire. J'ai commencé à regarder sur les 30, 40, 50 premiers mètres là. Bon, c'est assez escarpé, ça descend assez raide. Bon, on va y arriver. Hein. Au pied de la falaise, le lieutenant Michel Durand veille au bon déroulement des recherches. C'est lui qui va guider les hommes dans leur descente. Là, c'est vrai que c'est quand même compliqué. L'accès est très très difficile. Ouais, tranquillement, ça. Ouais, c'est bon, je te reçois. Les hommes du Grimpe sont maintenant prêts pour la descente. De nuit, sur les pentes escarpées des gorges, l'exercice est un numéro d'équilibriste. Le moindre faux pas, et c'est l'accident. Donc je pense que déjà on peut mettre en place des dispositifs de remontée sur les premières parties. Après on passe en dispositif canyon. Là. Donc je te laisserai gérer. La descente se déroule sans encombre. Mais à leur arrivée, le lieutenant a une terrible nouvelle à leur annoncer. Les pompiers viennent de remonter le corps sans vie du plongeur. Même pour Michel, pompier aguerri, la mort du jeune homme de 26 ans est dure à encaisser. De toute façon, le résultat est là et on ne changera pas. J'ai discuté donc avec les jeunes qui étaient là et ils m'ont dit qu'ils venaient tous les jours. Tous les jours, parce que bon, il y a 8 mètres de plongée, en dessous il y a un trou qui fait entre 6 et 8 mètres aussi. Donc bon, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a touché quelque chose? Est-ce que pourtant le corps n'est pas abîmé? Reste à annoncer la terrible nouvelle aux proches. Allez-y, quand vous dites, ils vont tous rester avec vous, ils vont vous entourer, ils vont vous aider à passer cette mauvaise épreuve. D'accord? Le corps du plongeur est remonté dans la nuit. Seule une enquête pourra révéler les circonstances exactes de sa mort. Mais cette victime vient s'ajouter à un bilan déjà très lourd. Rien que cet été, 3 jeunes se sont noyés dans les gorges de l'Ardèche. Pendant ce temps, les pompiers du Tarn-et-Garonne se préparent eux aussi à une nuit difficile. Il est 22 h et le capitaine Grotte a rassemblé une vingtaine d'hommes à la caserne de Montauban pour une mission à haut risque. Un important feu de forêt s'est déclenché dans les Pyrénées-Orientales et les pompiers sur place ont besoin de renforts. Actuellement, 100 hectares de forêt et de végétation sont partis en fumée. Dès qu'on s'arrête quelque part, vous dormez. Ça, c'est important parce qu'on ne sait pas quand on va être croqué. Les hommes du capitaine sont tous des pompiers volontaires et pour beaucoup, ce sera leur baptême du feu. Ok, donc dans les canaux, embarqués, moteur tournant. Oui, chef. « 300 km à parcourir, les citernes pleines. La colonne va rouler toute la nuit. Les hommes ne dormiront que 3 heures. Il ne reste que 15 km avant d'arriver à destination et déjà d'épaisses fumées noires assombrissent le ciel. Sur place, la situation est préoccupante. Le feu progresse très rapidement.
Il menace maintenant le village de Rodez, forçant ses 600 habitants à tout abandonner. On est dans le sud, alors ça brûle souvent. Je viens d'arriver là et j'ai vu que le village est plein de fumée, on est obligé d'évacuer. Voilà. Le convoi rejoint les 270 sapeurs-pompiers déjà engagés sur l'incendie. Hélicoptères bombardiers d'eau, Canadair. Les moyens mis en œuvre pour éteindre le brasier sont impressionnants. Mais c'est au sol que les choses vont se jouer. Gif, comment vous me suivez? On part pour l'engagement. La compagnie a en charge le flanc droit du feu. Comme la majorité de ces hommes ne sont pas des professionnels, le capitaine Grotte préfère rester prudent. Vous tenez à l'esprit qu'un mètre carré de forêt ne vaut pas une vie humaine. Donc vous faites attention à ce que vous faites et comment vous mettez toujours à l'esprit la sécurité de vos personnels. La priorité des priorités, c'est la sécurité. Les équipiers doivent savoir se positionner pour éviter de se faire prendre par le feu. Il n'y a pas une minute à perdre. Le feu a déjà dévasté plus de 300 hectares. Les pompiers doivent impérativement l'empêcher de fondre sur la ville. Allez, il faut établir tout de suite. Là, vous tapez au moins 3 tuyaux, les gars. Les 4, on est à on a ligne ici, là. Les 4. La partie est loin d'être gagnée. En cette période estivale, la tramontane souffle par rafale à plus de 70 km/h. Le feu est incontrôlable. Au milieu de la garrigue carbonisée, difficile de tirer les centaines de mètres de tuyaux. Allez. Le sol est brûlant, la température frôle les 70 degrés. Dans ces conditions, les organismes sont mis à rude épreuve. À tout moment, les pompiers risquent d'être pris par la chaleur. Damien, ambulancier dans le civil et pompier volontaire depuis 13 ans, est à bout de force. Ouais, moi, je suis naze. Je me suis cassé la gueule. Il faut envoyer plus parce que là, on se fait bouffer à chaque fois. On y galope après, là. Impossible d'éteindre complètement le feu. Reste un seul espoir pour la colonne, le ralentir suffisamment en attendant le soutien des Canadair. C'est vachement virulent. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Essayer de calmer un peu le feu en intensité. Après 2 heures de lutte intense, les bombardiers d'eau arrivent enfin. « 6000 litres chacun. L'effet est immédiat. L'action combinée des hommes sur le terrain et les avions, ça se passe très bien. Hein. Je suis assez content de ce qu'ils ont fait. Là, ils ont réussi à le taper. Sur ce terrain escarpé, si on avait dû courir en permanence après le feu, on serait toujours en train de courir après derrière et on ne serait pas en mesure de l'arrêter. Ça colle. Allez, en avant. Je ne veux plus de reprise. Les pompiers arrosent aussitôt la zone pour éviter que le feu ne redémarre. Le village de Rodez est épargné, mais pour les pompiers du Tarn-et-Garonne, la journée ne fait que commencer. La colonne vient d'être appelée sur un autre foyer. On a reçu. Chaque seconde compte. À quelques kilomètres de là, des murs de flammes foncent vers des habitations. Même le capitaine n'en croit pas ses yeux. Oh putain. Pour aider cette pièce du 82, vous tapez directement à gauche là. Vous dites non, ça peut rester, et il faut pas tout faire. Normalement, les habitants de ce hameau ont été évacués le matin même. Mais la surprise, ce berger est toujours sur place. Il vient à peine de rassembler son troupeau. J'ai eu du mal à les contenir tout à l'heure, c'est la première fois avec les Canadair. Ce que je vous demande par contre, c'est de ne pas trop les laisser en bas là, parce qu'on a 2 langues de feu. Donc ramenez-les par là, gardez-les par là. Une équipe de pompiers locaux vient d'arriver sur les lieux. Le brasier progresse à vive allure. L'intervention s'annonce risquée.
Alors le capitaine Grotte et son collègue vont devoir prendre une lourde décision. Soit on voit qu'on ne peut pas, on ne va pas brûler du camion et des mecs pour le camion. Hein. Soit on fait une action commune et on peut épargner, si possible, les habitations. Ce qui va demander quand même une application au niveau des moyens, ça va être couillu quand même. D'accord ? On fait des efforts de poisson, c'est terminé. Malgré le danger, les deux officiers décident de défendre les maisons, coûte que coûte. Poussés par des vents violents, une barrière de feu fonce droit sur eux, à plus de 15 km/h. Pour cette poignée d'hommes, impossible de l'arrêter. Ils vont donc tenter de dévier sa route. Et pour cela, ils ont un plan. Créer un rempart pour dévier le feu sur les côtés du hameau. Parce que plus tôt on se prendra à l'anticipation, et plus vite on pourra protéger cette habitation. Cela peut paraître paradoxal, mais ces pompiers en jaune sont là pour allumer des feux. On les appelle des brûleurs. Ils vont brûler un périmètre tout autour de la propriété pour la protéger, car le feu ne passe jamais deux fois au même endroit. Grâce à cette barrière naturelle, l'incendie devrait contourner les habitations. Si vous venez vers moi là, les deux autres CCF, 3 et 4 à moi. Et pour empêcher que le feu ne saute par-dessus cette barrière, le capitaine fait rassembler les camions-citernes près des maisons. 14 tonnes et 4 mètres de haut, sur ce sentier étroit difficile pour les mastodontes de se frayer un passage. Chef d'arrivée, tu descends si tu vois que ça passe pas là. Descends pour voir tout de suite. Allez, dépêche-toi, allez, grouille. Là, il faut nous mettre une lance ici près. Une lance là. Pour sécuriser la zone, le capitaine fait arroser tout le périmètre. Fais venir, fais venir. On protège la maison et le feu va arriver. Donc on se prépare ici. On ne bouge pas d'ici. Ça marche. Le dispositif est prêt. L'arrivée du feu est imminente. Un épais nuage de fumée commence à gagner le hameau. L'air devient irrespirable, mais les pompiers sont déterminés. Là, il arrive juste là, derrière le mas. Et on attend qu'il passe. Et si ça passe trop fort, c'est quoi la solution pour vous? C'est en défense, c'est quoi? Alors on défend, on allume toutes les lances en même temps, on ouvre toutes les lances en même temps et on refroidit quoi. Seulement, tout ne va pas se passer comme il l'espère. Face à la vitesse de l'incendie, les contre-feux n'ont pas suffi. On était trop rapide, il est passé au-dessus de la route là, avec le vent. Oh, donc là on s'est fait avoir. Les vents tournants ont pris les pompiers à revers. Le feu commence à embraser l'arrière de la propriété. C'est trop rapide, il est plus fort que nous là. Ouais, on l'a pas tapé, chic. S'il faut dégager, tu dégages. Hein. Tu enlèves la personne qui habite là, le berger s'il faut, et tu le dégages de la maison si ça venait plein pot sur la maison. Hein. Le capitaine Grotte est inquiet. Ces hommes sont encerclés par le brasier. Seule solution, faire face au feu, en espérant que le vent tourne et que l'incendie s'éloigne. Allez, on y est, allez, on part. Fais long. Allez, on tente de 44, allez. Allez, vas-y, tape-le, ça va. Le tuyau, la course. Vas-y, on est bon, les gars, allez. Allez. Le haut des flammes. La situation devient critique. Pour éteindre de telles flammes, les lances tournent à plein régime, mais l'eau commence à manquer. Les gars, vous vous mettez à 150 là, le débit 150. Le but étant, c'est simplement de faire tomber les flammes et pas gaspiller l'eau. Le capitaine Grotte est en première ligne. Protège. Les fumées rendent l'intervention encore plus dangereuse.
Pendant 1 heure d'un combat acharné, les pompiers tentent de contenir le brasier. Putain d'enculé. Le feu a continué sa route, en ravageant tout sur son passage et laissant derrière lui un paysage lunaire. Mais les pompiers ont réussi à sauver le hameau. Ces hommes, tous pompiers volontaires, reprennent lentement leurs esprits. Franck, chef de chantier, n'avait jamais affronté un feu d'une telle ampleur. Ça a été chaud là quand même. Ça a été chaud, ouais. C'était pas évident. Il est arrivé vite et ça a été un peu difficile. On a protégé la maison. Ouais, c'est essentiel, on a réussi. Damien, l'ambulancier, a du mal à trouver les mots. Il est conscient d'avoir frôlé la mort. Premier feu de forêt de cette ampleur. Ah, ça c'est impressionnant, ouais. Depuis le début de l'intervention, il souffre en silence. Ouais, je sais pas, c'est un morceau de cendre. Ça démange. Pour se remettre sur pied, quelques gouttes de collyre et une ration de combat suffiront pour Damien et les autres hommes du groupe. Je suis pompier depuis 3 ans maintenant et dans la vie, je suis maçon. Dans la vie, je suis agent de production dans une usine. Je suis artisan premier chevaliste. Agent de surveillance de la voie publique, donc toujours contact avec la population. Monsieur tout le monde à la ville, mais sous leurs uniformes se cachent de véritables héros. C'est sûr qu'on a le stress quand même, parce que c'est pas non plus naturel d'être dans les fumées et de voir le feu arriver. Mais après, voilà, on est un groupe, on se fait confiance et c'est le plaisir de voir une maison debout après que le feu soit passé. Au final, les pompiers du Tarn-et-Garonne vont rester 3 jours sur place à lutter contre les flammes. Plus de 1000 hectares de forêt seront réduits en cendres, mais aucune maison n'a brûlé et on ne déplore aucune victime. Ailleurs, au même moment, d'autres ont eu moins de chance. Cet été, dans l'Hérault, un pompier est mort brûlé et 3 autres ont été grièvement blessés. L'été, cette région est très prisée par les amateurs de voltige et surtout du LM. De quoi vivre un spectacle époustouflant. Mais l'activité peut vite tourner au drame. En 2015, 61 personnes sont décédées à la suite d'accidents. Un mort tous les 300 décollages. Le moindre pépin peut être fatal. 9 heures. Les pompiers de Montauban sont appelés de toute urgence. Un ULM vient justement de s'écraser en plein champ. C'est un voisin qui a alerté les pompiers. Le crash est impressionnant. Ça va, vous avez pas mal? La douleur, non? Bon. Des pompiers s'affairent déjà autour de l'appareil. 2 personnes étaient à bord, un instructeur et son élève. Levez le bras. Ce gendarme fait un état des lieux à son supérieur. Il a déjà une idée du scénario de l'accident. Je pense qu'ils devaient être dans la phase de décollage et ils se sont écrasés dans le champ et ils devaient aller du côté des Pyrénées. En temps normal, le décollage se passe comme ici. Après une course d'élan de 500 mètres, l'élève, assis devant l'instructeur, est censé relever la tête de l'appareil pour s'envoler. Seulement ce matin-là, pour l'apprenti pilote, tout ne s'est pas passé comme prévu. Nous avons pu récupérer les images de sa caméra embarquée. En cause, la rosée du matin qui aurait alourdi les ailes de l'appareil. Le moniteur n'a pas pu redresser la barre. Le choc a été d'une extrême violence. L'ULM a percuté les pruniers à plus de 110 km/h. C'est le docteur Fabien Tillet qui va prendre en charge les 2 patients.
Aussitôt, il dresse un premier bilan. Je vais piquer l'oreille. Éjecté de l'appareil lors du crash, Robert, l'instructeur, un Anglais de 54 ans, est toujours conscient. En état de choc, le moniteur s'en sort avec une double fracture ouverte au bras gauche et quelques contusions. Si ça vous fait mal, vous me le dites. Ça vous fait pas mal comme ça, quand on bloque comme ça va? La peine? Un peu. Ça vous fait mal un petit peu? Et sur le poire, c'est le bon. C'est le bon la poire, c'est le... Là, normalement, ça va bloquer comme ça, après vous aurez plus mal. Ça va vous le maintenir. Prévenu par les secours, Kate, sa femme, s'est précipitée sur le lieu de l'accident. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais 6 appels en absence. J'ai compris qu'il y avait un problème. Je pense que c'est un sport plutôt dangereux. Il a déjà eu un accident il y a 10 ans. Les jours du moniteur ne sont pas en danger, ce qui n'est pas le cas de Denis, son élève. Pour lui, les conséquences sont beaucoup plus graves. L'homme est pris au piège dans la carcasse de l'ULM. Sa tension est très faible et il semble sévèrement touché. J'ai une tension à 6. Bon. Ouais, fais partir avec son. Le médecin est très inquiet. Avec un tel accident, la victime pourrait souffrir de lésions internes. C'est un patient grave. Le risque, c'est un choc hémorragique sur un trauma du bassin. S'il souffre d'une hémorragie interne, il doit être transféré au plus vite à l'hôpital. Mais problème, la victime est coincée sous la barre de direction de l'engin. Pour le sauver, les pompiers doivent d'abord l'extraire au plus vite. Il faut qu'on lève un petit peu l'ensemble pour qu'on puisse l'extraire sur un plein mur et qu'il puisse passer les jambes et les pieds. L'opération est délicate, car si en vol, l'oiseau d'acier paraît léger comme une plume, en réalité, il pèse près de 450 kg. Doucement. À l'aide de cales, l'équipe de secours tente de dégager le blessé. On a un petit souci parce que c'est des tubes, c'est des choses comme des vérins qui bougent, c'est assez sensible, mais plus que sensible, c'est difficile. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ça relâche et que ça lui retombe dessus. Mais rien n'y fait. Alors les pompiers prennent une décision plus radicale. Le mieux, c'est de couper la barre. Hein. Parce que là, t'as le siège qui s'attaque la barre, il faut couper la barre et puis c'est bon. Ouais, il faut la passe, c'est bon, coupe tout. Hein. Pour cela, ils utilisent une pince coupante. Après 1 heure d'effort, la victime est enfin libérée. Son état nécessite un transfert très rapide. C'est l'hélicoptère du SAMU qui va s'en charger. Fabien lui administre aussitôt des calmants pour qu'il puisse supporter le transport. Et là, il est maintenant un peu à 10 de tension. Au départ, tu l'avais à 6. Ouais, au départ à 6. Oui. Tachycarde? Tachycarde à 130 au départ, Ouais. et maintenant il est à 105. Il se stabilise là, donc on va l'évacuer rapidement et on refaire le point à Toulouse. Transporté dans une unité de soins réservée aux cas les plus graves, l'élève y restera 1 mois. Bilan de l'accident, 4 côtes cassées, le pied gauche fracturé et une rupture des ligaments du genou. Toujours en rééducation, il remarchera mais gardera sans doute des séquelles à vie. Quant à Robert, il sera opéré du bras dans l'après-midi. Mais pour le moniteur, qu'importe, l'essentiel c'est que son élève soit en vie. J'étais inquiet pour mon élève. Il était coincé dans l'ULM. Et il y a toujours la crainte d'un incendie quand vous ne pouvez pas sortir. Je sais qu'il est à l'hôpital de Toulouse. Et le docteur dit qu'il va bien. Donc c'est un vrai soulagement. À peine sorti de l'hôpital, le pilote a repris les airs. C'est la fin de l'été à Montauban. La ville, située en plein sur la route des vacances, est au croisement de l'autoroute A20 et A62. Pour rejoindre les Pyrénées, des milliers d'automobilistes s'engouffrent sur sa rocade. La circulation y est dense et les accidents fréquents. 10 h du matin, une femme vient d'être victime d'une sortie de route. Les policiers sont déjà sur place. C'est le sapeur-pompier première classe Aldwin Donman Accident, une VL en cause, une personne à l'intérieur. qui va devoir apporter les premiers soins. À l'origine de l'accident, la pluie. Un chauffeur routier était aux premières loges quand le drame s'est produit.
Elle a tapé dans le parapet, on y a après le pont. Et après, elle est venue me taper sur le camion, sur la vanne de la camion. La conductrice est une jeune femme de 26 ans, coiffeuse à domicile. Elle se rendait chez une cliente quand elle est partie en aquaplaning. Sous le choc, elle a perdu connaissance et vient tout juste de retrouver ses esprits. On va mettre un collier. Mais très vite, les pompiers se rendent compte qu'il y a un problème. Vous entendez? You speak English? Speak French? Vous étiez seul en voiture? Vous étiez seul? La victime est totalement désorientée. Il est difficile dans ces conditions pour Aldwin d'établir un premier bilan. Non, d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous avez mal quelque part? Oui. Vous pouvez bouger les pieds? Bougez les pieds là. Aldwin est patient. Il fait preuve de douceur. Il décide de la transporter à l'intérieur de l'ambulance pour mieux l'ausculter. Pouls 80, bien frappé régulier symétrique, saturation 100%. Les constantes vitales sont bonnes. Mais ce qui inquiète les pompiers, c'est son amnésie. On sent un gros trauma crânien qui fait en sorte qu'elle a perdu connaissance et là elle a encore des pertes de mémoire. C'est un cas pour vous qui est inquiétant? Ça peut l'être. Ouais. Au cerveau, ouais. Et 5082 de Vesta B3 Montauban, tu essaies de me joindre? Est-ce que vous vous rappelez de l'accident maintenant? Non. Non, pas du tout. Votre date de naissance? Le 10 octobre. 10 octobre, quelle année? Ah merde. Eh bien merde, je sais pas. C'est pas grave, ça va revenir. Je vous prends l'attention. Hein? Seul un scanner pourra déterminer la gravité du traumatisme crânien. La jeune femme est conduite aux urgences de Montauban. Après un examen complet, le médecin urgentiste conclura à une simple perte de mémoire passagère. Est-ce que là je vous fais mal? Tout se termine bien. Après 2 semaines d'arrêt, la coiffeuse reprendra la route et ses rendez-vous à domicile. Cet été, les pompiers de Montauban multiplieront les interventions pour des accidents de la route. Comme ce jour-là, à 18 h, un homme a été victime d'un accident de moto à 10 km au nord de Montauban. Le pilote rentrait du travail quand il a raté ce virage. Chantal et sa fille Mélanie habitent tout près du lieu de l'accident. Elles ont alerté les secours. On a entendu un gros boom, comme à moitié une explosion. Quand je suis arrivée, j'ai cru qu'au départ, il était mort. Il ne bougeait pas, les yeux fermés, rien. Et après, il a commencé à gémir. Et là, j'ai vite. Quand j'ai vu par terre, j'ai vite dit à ma fille d'appeler les pompiers. Le choc a été brutal. Dans sa course, le pilote a arraché un panneau de signalisation avant d'être éjecté à plus de 10 mètres de sa machine. Moi, en première, j'ai vu le truc de la moto là qui était en plein milieu. Et après, j'ai vu la plaque pour tourner qui était juste là, à côté du poteau blanc. Or, elle devrait être juste devant la hauteur des pompiers là-bas. Dans l'herbe, les traces de freinage laissées par la moto. Heureusement pour le motard, il n'a pas heurté de mur ou d'arbre pendant sa chute. Yannick est secouriste depuis 10 ans. C'est lui qui va évaluer l'état du patient. L'homme est conscient, mais le premier examen ne présage rien de bon. Vous avez mal au dos, monsieur, quand je vous touche? Vous sentez ma main? Le pilote se plaint d'une douleur vive dans le dos. Yannick craint que la colonne vertébrale ne soit touchée. Ce traumatisme est très fréquent chez les motards. Il pourrait entraîner une paralysie. Monsieur, vous pouvez bouger les jambes? Vous l'avez trouvé dans cette position. Le blessé doit rapidement être transporté aux urgences pour faire des radios. Mais avant, il faut le placer sur un brancard qui le maintiendra immobile. L'opération est délicate. Le moindre faux pas pourrait aggraver son état et avoir des conséquences irréversibles. Évitez
arrêtez de bouger. Non, bougez pas, monsieur, bougez pas. On va vous mettre là sur le dos, ne vous inquiétez pas. Prêt? Prêt. Ouais. Voilà. Ça y est, c'est parfait. fini, monsieur. C'est fini, c'est fini. Vous avez mal où là? C'est pas au niveau des dorsales. Reste à retirer le casque du motard. C'est l'opération la plus difficile que doivent accomplir les pompiers. Un faux mouvement et l'homme pourrait perdre l'usage de ses jambes. Vous me dites si je vous fais mal en vous passant la main derrière la tête. D'accord? Est-ce que je vous fais mal? Non, je vous sens, mais ça fait pas mal. D'accord. Allez, et là je vous... Vas-y, fini, on fera ça. On le reste. Vas-y. Voilà. Tu écartes bien les lanières et tu fais levier. Fais levier, fais levier. Que le nez passe. Je peux pas te retirer, monsieur, j'ai peur. Hein. C'est bon? C'est bon pour toi, Julien? Ouais, c'est bon. Je la guide un peu là. J'ai suivi. Ouais, monsieur, je vois rien du tout. Là, C'est bascule, bon? bascule. Ça va? Ça va? Ouais. Attends, laisse-lui reprendre la main de tête. Aucune trace de sang sur le visage de l'homme, mais l'état de son casque témoigne de la violence du choc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tapé derrière la tête. Là. Le casque, il est cassé. Sans son casque et son blouson aux protections renforcées, l'accident aurait pu lui être fatal. On va lui mettre la sangle d'araignée, on va le mettre dans le wasabi. Yannick va faire un rapport précis au médecin qui prendra le relais aux urgences. Il est un peu désorienté dans le temps et dans l'espace. Il n'a aucun souvenir de l'accident. Il ne sait pas à quelle allure il roulait. Pour lui, il ne roulait pas trop vite. Et il n'a aucune idée de comment ça s'est passé. Douleur au niveau du dos, côté gauche, déformation au niveau du coude droit. Il a eu de la chance, bon quand même, il faut voir qu'il a pris le panneau quand même. Donc je pense qu'il n'y a rien de grave après. Il faut voir au niveau des médecins ce qu'ils disent. Le motard connaît bien cette route qu'il emprunte tous les jours. Pourtant, étrangement, il a manqué ce virage en plein jour et par beau temps. L'enquête de la gendarmerie déterminera si la vitesse est en cause. À peine arrivé au centre hospitalier de Montauban, l'homme est transporté au service radiologie. Il y subira plusieurs examens. Malgré la violence de son accident, sa colonne vertébrale est intacte. Le motard s'en sortira avec une belle frayeur et quelques côtes cassées. Mais pour les pompiers du Tarn-et-Garonne, pas le temps de souffler. L'été va se terminer comme il a commencé, par un incendie. La saison a été marquée par plusieurs feux d'origine criminelle. En cause, des pyromanes. Et ce soir, l'un d'eux a encore frappé. Le capitaine Chaudron et tous ses hommes sont mobilisés. Ils sont inquiets. À côté du brasier, un entrepôt de produits inflammables. Si le feu atteint le lieu de stockage, tout risque d'exploser. C'est une petite station fruitière privée avec 4 ou 5 tonnes d'engrais, entrepôt de bouteilles de gaz, tout ce qu'il faut pour mettre le feu au bâtiment. Le feu a déjà réduit en cendres des dizaines de palettes. Les pompiers doivent impérativement l'empêcher de progresser. Une dizaine d'hommes se relaient au plus près des flammes. Pendant ce temps, d'autres pompiers éloignent les palettes épargnées avant que le feu ne les dévore. Attends, laisse-nous faire. Malgré la hauteur des flammes, 2 heures suffiront à ces professionnels pour éteindre le foyer. Chef d'agré du DATT Montauban, tu me reçois? Oui, transmettez clause pour le DATT. Tu peux réintégrer ton CS. Bien reçu, opération terminée pour nous et on s'en va. Ok, merci. Cette année, en Ardèche ou dans le Tarn-et-Garonne, l'été n'a laissé aucun répit aux soldats du feu.